Allez, nous faisons un autre essai. Donc, rebonjour, nous sommes en direct. J'ai un petit souci technique. Eh bien, Caroline qui doit nous rejoindre. Ah, elle recommence. Bien. Ah, connexion en cours, elle arrive. Je pense qu'elle arrive. Ça y est. Coucou. Coucou. Alors, attends. Hop, hop, je vais tourner mon écran. Je vais voir si il le veut bien. Non, non. Ben non, non. Alors, essaye de tourner ton... Ah! Si, en fait, voilà. Si tourne ton écran, ça apparaît après. Après que ça Voilà. apparaît. Oui, mais on est comment là? On est penché. Non, non, mais on est penché sur Facebook. D'accord. Donc, Bon, bah, on se met dans le fond. Bien. Voilà. Tu m'entends bien, c'est bon? Oui, je t'entends bien, tu es bien là. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Véronique, merci de m'inviter. C'est normal, nous arrivons donc au deuxième jour de notre événement. Alors, bonjour à tous, merci d'être là, en live, en direct, pour effectivement ce deuxième jour d'événement. Alors, pour ceux et celles qui arrivent sur ce live et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, eh bien, pour rapidement vous le rappeler, Caroline a eu la belle initiative d'organiser un joli événement qui va se dérouler du 1er au 9 décembre. Voilà, durant lequel eh bien, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers offerts en ligne sur Zoom. Voilà, des ateliers qui vont se dérouler le lundi prochain, déjà le 1er, lundi, mardi et mercredi. Voilà, donc sur le thème que nous avons donc choisi avec Caroline, c'est le thème de harmoniser vos énergies pour réaliser vos projets. Voilà, un thème qui me passionne, qui passionne Caroline également. Donc, pour pouvoir y participer, c'est simple, on va vous communiquer bien évidemment le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire, ça vous permet de ne rien manquer justement de ces ateliers qui se dérouleront donc lundi, mardi, mercredi à 14 heures. Voilà. Et j'aurai l'honneur de commencer lundi. Voilà pour sur notre thème harmoniser donc vos énergies pour réaliser vos projets. Nous avons commencé hier par mon interview. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, n'hésitez pas, c'est toujours en diffusion, en replay, vous pouvez le revoir en replay. C'était mon interview, donc je vous expliquais un petit peu ma passion avec ma passion du Feng Shui. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de Caroline de s'exprimer sur sa passion à elle, qui est l'expression créative. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Caroline. Tu vas te présenter. Et puis, j'ai ma toute première question. Eh bien, peux-tu nous expliquer justement ta vision sur l'art-thérapie? À toi. Bah, merci Véronique pour ton introduction qui rappelle notre événement, tout ça. Et donc oui, l'expression créative, en fait, donc ta question c'est donc comment expliquer, enfin quelle est ma vision de l'art-thérapie? Alors c'est vrai que j'ai démarré de l'art-thérapie et aujourd'hui je dis l'expression créative. Du coup, je vais l'expliquer pourquoi, parce que dans les mots art-thérapie, donc je suis praticienne en art-thérapie, mais j'aime me dire praticienne en expression créative aujourd'hui, justement parce que les mots art et thérapie sont souvent un peu confusants par rapport à ce que moi je souhaite transmettre et partager. Donc le mot art, déjà, il y a cette dimension artistique qui souvent bloque les personnes parce qu'elles ont l'impression que il faut être artiste ou savoir pratiquer le dessin. Il faut vraiment rentrer dans des dimensions assez globales, assez larges. Et du coup, c'est un mot qui fait un peu peur, en fait, le mot art. Pour les personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, c'est un mot qui fait peur.
Et le côté thérapie, donc art-thérapie, la thérapie, pareil, c'est un mot qui est assez, qui fait peur aussi à certaines personnes en disant, bah moi, j'ai pas besoin de faire de thérapie, j'ai pas envie d'aller voir un thérapeute, voilà. Mais malgré tout, aimerait malgré tout la pratique de l'art-thérapie pour elle. Simplement, le mot thérapie parfois peut bloquer certaines personnes. Et moi aussi, je n'avais pas forcément envie de transmettre dans cette idée de faire, de proposer une thérapie à une personne, mais plutôt dans un esprit plutôt ludique, de renouer avec son enfant intérieur, d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Et donc, les mots expression créative sont venus à moi de façon assez simple et naturelle dans ma pratique. Voilà. Pourquoi expression créative? Parce que bah, dans l'art-thérapie, ni plus ni moins, en fait, on vient exprimer nos émotions, on vient au travers d'une création artistique, en tout cas une création, enfin une création, hein, voilà, une expression créative. On vient exprimer nos ressentis, nos émotions, exprimer tout ce qui se passe en nous en fait par le biais d'outils simples. Donc l'art-thérapie c'est assez vaste et global, hein, donc ça peut aller le théâtre, la céramique, la poterie, la chanson, la musique, c'est assez vaste. Et justement, en ce qui me concerne, moi, j'utilise principalement le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. Donc, expression créative à partir de ces 4 outils-là. Voilà, pour permettre à la personne voilà, d'exprimer ses émotions, ses ressentis au travers de 4 outils qui sont simples et ludiques à utiliser. Voilà, si je peux résumer, en gros, ma vision de l'art-thérapie qui devient expression créative avec mes mots à moi. C'est ça. Et justement, comment tu es arrivée à l'expression créative? Comment tu es arrivée là? Je dirais que c'est un peu tout un parcours. On pourrait partir de l'enfance jusqu'à comme on peut démarrer il y a 2 ans, 3 ans. Euh, D'une façon globale, j'ai envie de dire, j'ai toujours été une enfant stressée, beaucoup dans les peurs. J'ai toujours été dans ce truc-là d'avoir peur de tout, en fait. J'ai toujours été une peureuse de la vie, toujours stressée, toujours dans des angoisses, des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'a assez maintenue, je dirais, dans tout le long de ma vie. Et que ce soit d'acheter une baguette à l'âge de 11 ans où j'étais terrorisée à l'idée de mais si elle me pose des questions, si j'ai pas l'argent, si c'est bien cuit, pas assez cuit, j'avais peur de pas savoir répondre aux questions et que c'était quelque chose d'assez fou pour moi, tu vois, c'était bête mais en même temps assez important pour moi pour que ça me stresse suffisamment voilà tout au long de ma vie, enfin pas forcément la baguette mais un peu l'état d'esprit de ce que ça peut représenter. Donc ça commence à cet âge-là. Ensuite malgré tout mes émotions sont quelque chose de très présent dans ma vie. Ne serait-ce qu'au collège encore une fois où je voulais pas aller au lycée avec les mêmes élèves parce que je me sentais pas bien, j'avais envie de faire autre chose. C'est comme ça que je me suis retrouvée aux arts appliqués parce que il fallait que je trouve quelque chose qui n'était pas enseigné dans le lycée dans lequel je dépendais. Donc mes parents m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire? À l'époque j'avais répondu je veux devenir artiste. C'était déjà les prémices de ce qui m'attendait aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis donc retrouvée à l'école d'art appliqué. En art appliqué, du coup, je me suis retrouvée après en études supérieures parce qu'il fallait faire des choix. Donc, en art appliqué, tu étudies le design d'objets, l'architecture, le stylisme, enfin tout ce qui est lié aux arts. Mais c'est pas les beaux-arts, c'est encore un peu différent. C'est une autre façon de procéder. Et voilà, donc j'en suis arrivée à l'école d'architecture. Et tout ça, c'était un peu mon parcours aussi émotionnel. Hein. Pourquoi j'en suis arrivée à l'école d'architecture? Parce qu'au préalable, voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'artistique pour pas aller dans le lycée. Ensuite, j'ai été terrorisée par cette idée d'architecture parce que être architecte, parce que j'ai mon diplôme d'architecte, mais être architecte, ça voulait dire ça voulait dire réaliser le rêve des personnes en fait. Hein. Et moi, j'avais peur qu'en construisant, enfin en réalisant les plans et en suivant le chantier, que la maison s'écroule si jamais j'avais mal préparé les fondations. Donc c'est quelque chose qui me prenait en fait vraiment au tripes, donc j'avais peur. Et donc voilà, le stress faisait partie de ma vie. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Véronique. Non, je disais, ça devait être difficile à vivre. Effectivement, c'est très Bah, ah non.
Bah, en fait, c'était quelque chose, voilà, je me dis, mais c'est un impact énorme dans la vie des gens et est-ce que je suis prête à prendre ça sur mes épaules? Et finalement, bah, j'ai jamais réussi à être architecte proprement dit. En tout cas, je me suis jamais installée à mon compte et j'ai jamais signé un document à mon nom parce que j'avais cette peur-là au-delà. C'est pas que j'avais pas les compétences parce que j'avais fait les 6 années d'études, donc j'avais pas de raison, en fait, de pas y arriver. Mais c'est mes peurs, voilà, c'est vraiment mes émotions qui faisaient barrage dans tout ça, la confiance en moi, tout ça, c'est lié de toute façon. Et donc, bah, tout ça, ça m'a un peu tétanisé. Il y a aussi bah, un peu l'image qu'on a aussi de l'architecte. Ah bah voilà, Caroline architecte. Il y avait tout ça où je me sentais pas à la hauteur dès qu'on me présentait. J'avais l'impression que d'être une surfemme, tu vois, une Wonder Woman, et que moi, j'étais pas prête à recevoir ça aussi. Tu vois, mes émotions disaient que je me sentais pas dans ce rôle-là, et ça m'a complètement déstabilisée. Et ensuite, bon bah, j'ai beaucoup voyagé, enfin beaucoup déménagé en France, tout ça. Je me suis retrouvée donc j'étais en Basse-Normandie à ce moment-là. Je me retrouve dans le sud de la France, dans un bureau d'études parce qu'à l'époque, bah, c'était un peu la crise. Donc, j'ai été licenciée pour raisons économiques. Donc après, je fais beaucoup de CDD, de choses comme ça, et j'ai fini en bureau d'études. Et là, je me suis retrouvée dans un open space, mais c'est un bâtiment magnifique, donc un cadre de travail juste idéal, mais au niveau de mon émotivité, de mes émotions, de tout ça, c'était catastrophique parce que j'avais le sentiment que tout le monde me regardait, que tous les yeux étaient rivés sur moi, que je n'avais pas le droit d'avoir des émotions parce que tout le monde allait le capter en fait. J'ai l'impression que voilà, de voir tout le monde de loin, que tout le monde m'observait, et ça pour une émotive, c'est juste terrible. Et ça a commencé à me créer de fortes angoisses, des stress énormes à tel point que le matin, je pleurais avant même que le réveil ne sonne. J'avais du mal à me brosser les dents. J'étais dans des états assez, on peut dire, assez, assez terribles quand même. C'était très, très dur à vivre à cette époque-là. Aujourd'hui, j'en souris parce que, bon, c'est passé. Mais j'étais dans des angoisses assez fortes, assez terribles. Et avant même que mon patron n'arrive jusqu'à moi pour me saluer, une fois qu'il avait fait le tour des personnes et qu'il arrivait à moi, j'en pleurais tellement j'avais été stressée de le voir arriver et que j'étais stressée déjà depuis le réveil le matin. J'en pleurais et voilà, j'en suis arrivée à des émotions assez fortes et assez intenses qui étaient plus possible pour moi de continuer comme ça. Donc j'ai arrêté l'architecture, mais c'était pas tant le fait d'arrêter l'architecture qui était compliqué pour moi, parce que j'étais prête à arrêter l'architecture, mais c'était vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ce que pouvaient penser les autres, vis-à-vis de tout ça. Et toutes ces émotions ont fait en sorte que cette angoisse, fasse une mayonnaise, quoi. Hein. Ça monte jusqu'au burn-out quelque part, hein, vraiment. J'ai frôlé le burn-out, enfin, ou alors je l'ai vécu, mais sans vouloir l'assumer pleinement ce mot. Mais voilà, donc les émotions, ça a été vraiment ça. Ensuite, bon, bah, je me suis reconvertie dans la naturopathie et tout ça. Et là encore, j'étais de nouveau confrontée à mes émotions. J'ai travaillé enfin, j'ai d'abord, pendant les études, arrivé à la deuxième année, on me dit il faut savoir être et savoir faire. Et là, pareil, j'ai été complètement tétanisée, savoir être, savoir faire, mais je ne sais pas être, je ne sais pas faire. Je me rendais bien compte que je perdais pied par rapport à tout ça. Et la naturopathie, bah, cette fois, c'était plus le rêve des gens à travers leur maison, c'était à travers leur santé. J'avais cette intention de bien faire et d'améliorer la santé des personnes, mais je me suis dit, et si tu fais une erreur? Et si tu as un impact sur leur santé? Et ça, c'est encore quelque chose qui m'a bouleversée à nouveau. Donc, les émotions, pour dire que ça a été vraiment tout mon parcours de vie. Et ça m'a pas empêché d'avancer malgré tout, parce que malgré toutes ces émotions-là, je suis quand même une femme qui va de l'avant, qui ose. Et j'ai toujours dit que finalement, mes émotions, elles m'ont desservi d'un côté parce que bah, j'ai pas pu aller au bout des choses comme je l'aurais souhaité, comme d'être architecte pleinement ou être naturopathe pleinement. Mais à côté de ça, elles m'ont forgé, elles m'ont permis d'avancer, de changer d'orientation, changer de vie, d'apprendre à me connaître, d'évoluer, enfin tout plein de choses. Et c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Ma dernière étape, ça a été bon bah après les études de naturopathie, je travaille au magasin bio, donc j'ai quand même fait, je suis partie d'employée polyvalente. Ensuite, j'étais responsable du rayon santé beauté. Là, on m'a dit c'est pas sûr que tu puisses avec tes émotions, mais on m'a fait confiance quand même. Donc, il a fallu que je gère mes émotions pendant cette période-là, grâce aux plantes, parce que à ce moment-là, c'était dans la naturopathie. Ensuite, j'ai demandé à devenir directrice adjointe. On m'a acceptée au bout de encore quelques temps parce qu'il fallait encore que je canalise mes émotions. Donc, mes émotions ont toujours été un frein, mais malgré tout, toujours cette force d'aller de l'avant, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qui me caractérise, cette dualité entre les deux. Et je me suis arrivée à la dernière étape de directrice adjointe, où il fallait manager, en plus avec la Covid, les arrêts maladie, tout ce qu'il y avait à gérer en tant que directrice adjointe. Eh bien,
bah là encore, j'ai ressenti l'angoisse, la même angoisse qui me venait de l'époque de l'architecture. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas revivre ça à nouveau. Tu veux pas refaire un deuxième burn-out. C'est pas possible de vivre ça. Et tu peux pas continuer à ne pas savoir canaliser, gérer tes émotions. Alors oui, je vais de l'avant, mais à quel prix? Enfin, voilà, je vais presque au-delà de ce que je suis capable de faire parce que bah, j'arrive pas à canaliser mes émotions. Et donc, j'ai arrêté mon travail, j'ai quitté mon travail pour pas que ça devienne un burn-out, justement, pour pas aller trop loin. Parce que là, pareil, j'avais des angoisses qui recommençaient à me nouer et au niveau du plexus solaire, ça montait à la gorge, voilà, comme avant. Et j'ai dit stop. Je me suis retrouvée seule chez moi. Et c'est là que tout naturellement, en fait, j'ai repris mes crayons, mes pinceaux, mes feutres, tout ça. Et je me suis mise à créer. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'apaisait, ça me faisait du bien et que ça avait même un impact sur ma relation avec mon mari, avec ma famille, avec mon entourage, parce que j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Parce que avant, quand j'étais dans mes émotions intenses, fortes au quotidien, en fait, j'étais toujours sur les nerfs. J'étais toujours sur les nerfs, toujours prête à pleurer, à fleur de peau, et du coup, bah, j'étais pas dans la communication non violente, j'étais plutôt agressive, plutôt très nerveuse, très très susceptible, je prenais tout mal. J'avais l'impression que toutes les remarques, toutes les critiques étaient vraiment envers moi. Je prenais tout à cœur et j'ai l'impression d'être une moins que rien, pour pas dire une merde. J'avais l'impression de me dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, en fait? J'étais arrivée à des questionnements comme ça en me disant, mais ça n'a aucun sens, en fait. Qu'est-ce que je fais là? Et donc, je me suis dit, c'est pas possible de continuer avec ces énergies-là. Et quand j'ai pratiqué, justement, quand je faisais du dessin, de l'écriture, de la peinture, du collage, tout ça, il y avait un allègement et il y a quelque chose qui était léger, tu vois, comme si hop, s'était envolé miraculeusement. Et là, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Absolument, il faut vraiment en faire quelque chose. Il faut que je partage ça, il faut que je comprenne ça. Et donc, c'est là que j'ai cherché à quoi ça pouvait correspondre. Et je suis tombée donc sur l'art-thérapie. Donc, j'ai fait une formation de praticienne en art-thérapie. Et c'est là où je me suis lancée. Après, j'ai dit, maintenant, il faut que je partage tout ça, que j'aide d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi à ce que ça ne recommence pas, aussi bien pour moi personnellement, avant tout, et que je puisse justement, puisque ça marche sur moi, le transmettre aux autres. C'est génial. Tout simplement. Quel parcours, Caroline. Non, franchement, bravo, vraiment bravo. Et c'est Bah, merci. les émotions, quand on n'arrive pas à les gérer, quand elles nous submergent, bah c'est compliqué, hein. On le vit très mal, hein. Exactement. Ce qui est chouette, c'est que tu as trouvé ce qu'il te fallait. Voilà, là, tu as C'est ça. lié à ce que tu as envie profondément. Et ça, je trouve ça génial. Bon, Mm. et du coup, donc tu parles de peinture, de dessin, d'écriture, tout ça, mais est-ce qu'il faut, si on vient vers toi justement pour découvrir cette méthode, est-ce qu'il faut absolument savoir dessiner ou est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que bon, Bah écoute, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que, comme je viens d'un milieu d'art appliqué ou des 3 premières années d'architecture où on fait beaucoup de dessins, on pourrait croire qu'effectivement il faut savoir dessiner. Et c'est pour ça que j'ai changé le mot art-thérapie à cause du mot art, parce que comme je disais au début, le mot art, il a cette connotation de faut être artiste, faut savoir dessiner, faut savoir peindre. Et donc c'est pour ça que j'en suis revenue à l'expression créative. Parce que c'est pas nécessaire du tout de savoir dessiner. L'idée, c'est de redessiner un peu comme si on avait l'âge de 3 ans, de redessiner avec des bonhommes allumettes, avec des bonhommes pain d'épices, comme je les appelle, voilà. Des choses assez simples, hein. Quand on est un enfant, on s'exprime à travers l'art-thérapie. En fait, on fait de l'art-thérapie sans le savoir quand on est enfant. Parce que notre moyen d'expression, bah, c'est le dessin. On ne sait pas encore vraiment parler, on ne sait pas s'exprimer, mais on communique par le dessin. Et les premières choses qu'on fait, c'est des petites maisons, des petits bonhommes voilà, qui sont des fois bizarres, rigolos. Et c'est comme ça que l'enfant s'exprime. Il va mettre des couleurs, il va mettre des formes, il va mettre des gestes, des choses comme ça. Il va s'exprimer simplement parce qu'il la façon dont il peut représenter les choses les plus simplement possible pour lui, parce qu'il ne sait pas faire des choses compliquées, eh ben, c'est la même chose. Là, on va venir exprimer nos émotions de façon simple. Donc, on peut, par exemple, si on doit s'impliquer dans le dessin, on peut très bien se représenter comme un bonhomme allumette en disant, bah voilà, bonhomme allumette, Caroline en dessous, je sais que c'est moi. Et à partir de là, l'intention y est, en fait. C'est l'intention, le processus de création qui va être important. Pas tant la forme, le résultat, mais vraiment l'implication qu'on va mettre dedans, l'intention et tous les ressentis qui vont se passer à travers ça, de comment on se sent avant
pendant et après l'exercice, en fait. Et qu'on sache bien dessiner ou pas, ça n'a pas d'importance. J'ai presque envie de dire, même c'est plus facile pour celles qui savent pas dessiner. Parce que si on sait dessiner, on a tendance à vouloir être perfectionniste, à vouloir bien faire, à ce que ça ressemble à quelque chose de joli, alors que c'est pas du tout l'objectif. Donc chez moi, faut pas venir chercher du beau. C'est pas que je fais du moche, mais en tout cas, c'est pas l'intention. C'est pas l'intention recherchée, c'est pas le but ni le résultat voulu. Donc vraiment, on est plus dans je viens exprimer quelque chose et que ce soit beau ou pas beau, peu importe. L'intention, c'est d'exprimer. L'essentiel, c'est d'exprimer ce que je ressens. Poser Pour pas que ça, voilà, à l'instant T, poser nos émotions. C'est ça? voilà. Pourquoi en fait l'idée, c'est que ça reste pas à l'intérieur de soi. C'est à travers les études de naturopathie que j'ai fait, tu vois, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc l'idée, c'est qu'elle ne reste pas à l'intérieur de soi pour pas s'imprimer dans le corps et en arriver à des maladies. Parce que si j'avais continué comme ça à pas exprimer mes émotions, ben, j'en aurais fini par être malade, puisqu'il y a déjà le burn-out qui s'installait, des angoisses, j'avais beaucoup de psoriasis, j'avais quand même des maux physiques qui commençaient à arriver. Donc, c'est bien que tout ça était en train de se cristalliser à l'intérieur de moi et ça s'empirait, même si j'arrivais à atténuer de temps en temps, ça, c'était quand même bien présent. Et depuis, j'en ai plus. J'ai plus de psoriasis, voilà, à titre vraiment exceptionnel parce que je peux avoir une poussée, parce que j'ai un énorme stress, comme tout le monde, ça peut arriver. Mais en tout cas, par rapport à avant, le fait d'exprimer mes émotions de façon régulière et quotidienne, je ne suis plus du tout dans le même état d'être qu'avant. Dès que j'ai une émotion qui me monte un peu, hop, je fais une expression créative, j'essaye de comprendre, de la sortir de moi, tu vois, de faire en sorte que j'appelle ça la cocotte minute, comme si notre corps était une cocotte minute, et on a des émotions qui se surchargent, voilà, ça se rajoute jusqu'à ce qu'on explose, qu'on n'en puisse plus, et la cocotte, elle déborde. En fait, sauf qu'avant, j'étais tout le temps à débordement, en fait. La cocotte, elle était pleine en permanence. Là, l'idée, à travers ça, c'est de venir soulever la petite soupape de la cocotte minute et d'évacuer la pression qui est à l'intérieur de la cocotte, de le faire de façon régulière, quotidienne, jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir la cocotte sans problème, en fait. Et qu'après, on puisse venir ajouter des émotions positives, des choses agréables, tout ça. Et que s'il y a une émotion négative qui arrive, ça va pas remplir la cocotte parce qu'elle est déjà pleine de plein de belles choses et qu'on a la possibilité d'en enlever au fur et à mesure dès qu'on peut dès qu'on veut en fait, dès qu'on en a besoin. C'est surtout ça, dès qu'on a besoin de le faire. C'est chouette. Très bien, super. Et si je viens travailler avec toi, justement, est-ce que j'ai besoin de matériel? Enfin, quel outil on a besoin pour justement travailler avec toi sur ce sujet? Alors tout à l'heure, je parlais des 4 outils que moi j'utilise, donc le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. Donc ça va être des choses assez simples. Déjà pour commencer, j'invite même pas les personnes à acheter quoi que ce soit, parce qu'en principe, déjà, admettons les mamans, elles ont des enfants, hein. Donc les enfants, ils ont forcément des crayons de couleur, des feutres, des petites pastilles de peinture, des choses comme ça pour t'exprimer, parce que justement, c'est la première chose qu'on fait avec l'enfant, on lui donne de quoi dessiner et représenter. Eh bien, vous allez commencer à utiliser le matériel que vous avez chez vous. On peut commencer par, voilà, même un stylo 4 couleurs, hein, quelque part. Déjà, avec ça, on peut faire des choses. Des crayons de couleur, quelques feutres. Et déjà, avec ça, on a déjà de quoi pas mal travailler. Et si vous avez des magazines voilà, on regarde le magazine, on l'a feuilleté une fois, mais on va pas le regarder ad vitam aeternam. Donc l'idée, c'est de regarder les magazines et après, à partir des magazines, on va pouvoir faire du découpage, du collage, des choses comme ça, d'utiliser des couleurs dans les magazines, des images qui nous parlent. Justement, pour les personnes qui savent pas dessiner, le collage, ça va être vachement intéressant parce qu'on va utiliser des images pour exprimer, représenter ce qu'on a envie de dire en fait. Donc pas besoin là de beaucoup de matériel. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas forcément de magazine, dans les publicités, des choses comme ça, des fois, ça suffit. Et ce que j'aime beaucoup au travers des magazines, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicité. On est surprise. Moi, j'ai commencé avec des magazines qui avaient rien à voir. Enfin, on pourrait imaginer des magazines de déco, justement liés aux émotions, tout ça, mais même pas forcément. Moi, j'ai commencé avec les publicités que j'avais dans ma boîte aux lettres et j'arrivais à trouver des choses parce que les synchronicités sont là, en fait. Ne serait-ce qu'exprimer l'enfance, je sais pas, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de tendresse. La période de Noël, mais gardez vos magazines, il y a tous les nounours, il y a les nounours, il y a les petites filles avec leurs jouets, il y a plein de choses en fait qu'on peut récupérer, il y a les étoiles, il y a plein de choses en fait qui permettent un mode d'expression en fait. Hein. Mm. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est génial. J'adore ce que tu racontes. Voilà. C'est vrai que Donc, c'est vrai que ça doit être riche, riche d'enseignements.
pour soi, et puis voilà, et puis c'est une autre manière d'exprimer effectivement ses émotions. Donc, Mm. non, C'est ça. très chouette. Alors, justement, je sais que tu as mis en place des choses. Euh, donc, dis-nous un petit peu ce que tu proposes et puis à qui tu t'adresses. Quel genre de personne tu t'adresses? Bon, j'imagine, je pense savoir vers qui tu t'adresses, mais vas-y, on t'écoute. Alors, dans l'idée, à qui je m'adresse? Aux femmes qui me ressemblent, en fait, en tout cas qui me ressemblaient telles que j'étais avant, aux femmes émotives, hein, alors j'aime bien dire hypo-émotives ou hyper-émotives. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'on se reconnaît pas forcément dans ces mots-là, mais les femmes émotives, voilà, ce que je dis, quand on est dans la cocotte minute où on est voilà, prête à déborder, on est soit dans l'hyper-émotivité parce qu'on est dans la surcharge émotionnelle qui fait que on va déborder et pleurer et être dans la colère, être dans l'agressivité, être au contraire, on va venir s'isoler, on va venir tout ça. Enfin, c'est un peu les extrêmes en fait. Donc, on va venir soit trop s'exprimer, mais pas comme il le faudrait, pas à bon escient, enfin pas de façon calme et sereine, parce qu'on en a une surcharge d'émotions. Ou au contraire, ce que j'appelle l'hypo-émotivité, c'est plutôt les femmes qui vont tout garder à l'intérieur d'elles, qui vont pas s'exprimer justement, qui vont vraiment dans l'isolement, qui vont tout garder en elles. Et là, c'est presque pire parce que j'ai envie de dire, si on est dans l'hyper-émotivité, on va venir s'exprimer, on va déborder, mais au moins, ça sort du corps. Tu vois, le fait de pleurer, le fait de crier, c'est pas agréable pour les autres et c'est ça que je veux réguler et canaliser, mais au moins, ça sort, j'ai envie de dire. Alors que les femmes qui gardent tout en elles, qui osent pas dire, voilà, qui s'enferment en fait dans leur silence et dans leurs émotions, ça c'est un problème aussi. Et donc je vais les aider à travers ça à au contraire s'exprimer via l'expression créative pour que ça sorte du corps et que ça se cristallise pas pour pas créer des maladies à la fin, quoi. Parce que c'est ça, c'est presque pire parce que là ça reste vraiment à l'intérieur et ça sclérose vraiment, quoi. Donc ça c'est pas bon. Donc l'idée voilà, c'est qu'on soit trop dans les émotions ou au contraire qu'on garde tout en soi. L'idée, c'est de réguler ça, de trouver un équilibre, une sorte de balance, quoi. Dire, OK, je suis ni trop ni pas assez, j'essaye de trouver un équilibre là-dedans. Donc, c'est vraiment aux femmes émotives que je m'adresse. Pourquoi les femmes? Parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme et je comprends mieux les femmes par rapport à ça. Mais j'exclus pas les hommes pour autant, hein. S'il y a un homme qui se reconnaît vraiment dans tout ce que je dis, ce que je partage, pourquoi pas? Mais en tout cas, je me suis orientée aujourd'hui autour des femmes. Voilà. Et comment j'accompagne, comment ça se passe? Alors, j'ai changé récemment mon accompagnement. Alors, avant, j'accompagnais sous forme de groupe. Donc, c'était une séance de groupe par semaine pendant 6 mois. Aujourd'hui, j'ai changé ça parce que j'ai envie d'avoir une approche un peu plus poussée, on va dire, et de permettre les deux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais accompagner les personnes en individuel, donc une séance par semaine en individuel et une séance de groupe par mois. L'idée, c'est qu'elle, justement, quand on est hypersensible ou hypoémotive, justement, on a envie de se connecter à des personnes qui sont comme nous, de faire un peu connaissance, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule dans notre coin et donc de connecter un peu ces personnes-là. C'est ce que je cherchais à l'origine dans le groupe, mais finalement, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, comme je l'imaginais. Donc là, j'ai plus envie d'aller en profondeur en individuel et en groupe pour les connecter entre elles après. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'accompagnement, je dirais, sur 6 mois qui est en 4 étapes. Donc en 4 modules. Bon, ça après, j'en dirai davantage la semaine prochaine quand on présentera nos accompagnements. Et sinon, voilà, j'ai une deuxième approche, on va dire. Donc là, je propose des mini-ateliers dans mon groupe. Et ce que je veux faire, c'est proposer à plus petit prix, à plus petit tarif, du coup, un accès à tous les replays de ces mini-ateliers avec la séance de groupe pour permettre, voilà, qu'elles puissent quand même petit à petit s'exprimer au moins une fois par mois et avoir les exercices à la maison avec les petits replays pour qu'elles s'entraînent à la maison et puis qu'on se retrouve tous les mois pour continuer. Et ça, c'est un accès au mois quand elles ont envie, voilà, en fonction des budgets de chacune. Donc voilà comment j'accompagne aujourd'hui. Donc, on en saura plus effectivement lors de ta présentation de ta méthode crémotive. Hein, c'est bien ça. Voilà, la semaine prochaine. Voilà, on verra ça un peu plus en profondeur. Bon, ben, super. Eh ben, parfait, c'est super. Est-ce que tu as autre chose à rajouter de tout ce que tu nous as dit? En tout cas, un parcours exceptionnel. Moi, j'avoue que j'admire ton parcours. Et c'est vrai que bon, voilà, ça résonne hein, quand tu parles d'émotion, forcément, ça résonne aussi en moi. Ça résonne, j'en suis sûre que ça résonne chez beaucoup de personnes. Donc, voilà, merci.
Merci. Bah, merci à toi. Alors, que rajouter? Bah, simplement, la seule chose que je peux rajouter, c'est que l'art-thérapie ou l'expression créative, ça s'utilise partout, que ce soit au travail, à la maison, dans tous les lieux. Moi, même quand je suis stressée, par exemple, avant un examen médical ou des choses comme ça, dans la salle d'attente, j'ai toujours une feuille et un stylo et je peux déjà, pendant ce temps-là, bah, m'apaiser, me calmer. Ou avant mes premiers lives que je faisais, pareil, j'utilise l'expression créative avant un live bah, pour justement être dans de bonnes conditions pendant mon live parce que c'est des choses qui me stressaient. Comme aujourd'hui, bon bah aujourd'hui je l'ai pas fait. Pourtant j'ai eu un peu de stress avant notre notre interview, mais voilà après je suis habituée aussi maintenant donc ça va mieux. Mais la preuve que voilà en s'entraînant de façon régulière, en faisant ça de façon quotidienne plus ou moins, en tout cas si c'est pas tous les jours, quand on ressent le besoin, eh bien ça permet vraiment d'apaiser ses émotions et du coup d'affronter les choses qu'on a affrontées et les dépasser et avancer, à oser. C'est aussi ça j'ai oublié de dire tout à l'heure. Voilà, au-delà d'exprimer ses émotions, ce que j'ai envie, c'est de les aider aussi à oser du coup. Parce que souvent, on est freiné à cause de nos émotions, on ne peut pas aller vers là où on a envie d'aller à cause du fait qu'on est coincé dans nos émotions en fait. Et donc l'idée, c'est qu'en apaisant ces émotions, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir commencer à rêver, à se projeter sur des projets qu'on a envie de réaliser. Et c'est bien pour ça que notre thème, c'est harmoniser ces énergies pour réaliser ces projets parce que on peut en arriver. Bien sûr, on va pas faire de miracle en 3 jours, toi et moi, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que en exprimant ses émotions, en harmonisant ses énergies avec toi, avec le Feng Shui tibétain, on peut accéder à nos envies, à nos projets et se projeter beaucoup plus facilement vers l'avenir parce que justement, ça va nettement mieux, quoi. Exactement, c'est très complémentaire. Ça, c'est sûr que voilà, nos deux pratiques sont vraiment complémentaires et on a toutes les deux des vrais outils qui vont permettre d'oser, d'avancer et de réaliser. Et ça, C'est ça. c'est super. Tout le monde a envie de réaliser ses rêves, tout le monde a envie de réaliser ses projets. En tout cas, si on les réalise pas, le tout, c'est de s'en rapprocher. Oui, mais si on les réalise, c'est encore mieux. Ah bah oui, ça c'est sûr. En tout cas, merci Caroline. On va pas en dire davantage parce que il faut te freiner parce qu'on voit bien ta passion. Et oui, je suis enthousiaste et puis j'ai vraiment envie. Aujourd'hui. Voilà, le but étant de ces deux interviews, c'était que vous fassiez un peu plus connaissance de nous, voilà, tout simplement, quand est là, cette opportunité de se présenter. Maintenant, eh bien, si vous avez envie de continuer cet événement, et j'en suis sûre que vous en avez envie, parce que franchement, c'est ce que je disais hier, c'est vraiment Noël avant l'heure, hein, on vous fait un joli cadeau. Participez à nos ateliers, donc à partir de lundi. Vous allez voir, on va vous donner plein d'astuces, plein de conseils, on va vous faire participer. Il y a des choses super que nous avons préparées. Donc, on va mettre, Caroline, on va mettre le lien hein, en dessous Oui. de cette vidéo. Voilà, on va vous le rappeler. Et on commence donc lundi à partir de 14 heures, mardi, mercredi aussi 14 heures. Puis c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour la suite, mais ensuite vendredi et samedi, alors vendredi c'est mon tour également, où je vais vous présenter ma méthode Samatha, voilà, apprendre le Feng Shui tibétain en toute simplicité et en toute autonomie. Et puis samedi c'est à ton tour, Caroline, de présenter ta méthode crémotive. Voilà donc un beau programme qui vous attend. Oui. Venez pratiquer avec nous, venez tester, c'est offert, c'est gratuit. Donc profitez-en, vraiment profitez-en. Ça vous montrera si ça vous plaît ou pas, comment ça se passe et d'être peut-être surprise aussi dans le bon sens du terme et de vous donner envie de continuer et de faire plein de belles choses par la suite. Exactement. Alors on compte sur vous. À bientôt. Oui. À bientôt, merci. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi, Caroline, et très bon week-end à tous. Merci. Très bon week-end. Merci. Au revoir.